Saviez-vous que le Rendez-vous Tech n'est financé ni par des sponsors ni par des sociétés tierces? Et comment est-il possible de financer l'émission alors? Eh bien c'est très simple, grâce aux auditeurs. Ce sont les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission ou pas. Et si vous voulez que ce type de business model sain continue à exister, je vous encourage du plus profond du cœur à considérer de soutenir cette émission ou d'autres titres de presse ou de médias que vous appréciez. Et en l'occurrence, ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech, parmi ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech, j'aimerais remercier spécifiquement aujourd'hui Laurent Dautria, Céléano, Mathieu Gessler, Denis Guellen, Hippo, Picpucette, Arthur Cornillo, Madi Tranier, Stéphano Antonel et Philippe Rédacteur Bancourt. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a une émission un petit peu particulière. Si vous nous rejoignez pour la première fois, ne soyez pas surpris, je suis tout seul. Ce n'est généralement pas le cas. On a un panel de plusieurs co-animateurs hyper doués dans leur domaine. Mais aujourd'hui je suis tout seul. Je vais essayer de faire de mon mieux. Pourquoi est-ce que je suis tout seul? Eh bien je suis en train de petit à petit revenir de mon congé paternité. Mon bébé a quelques semaines et je suis en train d'opérer le retour, la transition vers le monde du travail. Donc pour faciliter un petit peu les choses, j'ai décidé de faire cette émission tout seul aujourd'hui. Ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. On risque d'ailleurs d'être interrompu par le retour du petit. On verra comment ça se passe si je dois interrompre un petit peu l'émission pour aller m'en occuper. Mais en tout cas, l'émission sera là et disponible pour vos oreilles, j'espère, dès aujourd'hui, lundi 19 février. Et on a beaucoup de choses dont on doit parler, des sujets assez sérieux, des sujets un petit peu moins sérieux, mais en tout cas des sujets intéressants. Et donc, je sais plus si je l'ai dit, je suis Patrick Béja, je suis le producteur et l'animateur de l'émission. J'espère que vous allez apprécier cet épisode et on se lance immédiatement avec le premier sujet. On va parler un petit peu de Twitter, en bien, en mal, essayer de voir où on en est avec Twitter et surtout, bien sûr, si on parle de Twitter aujourd'hui, en 2017 ou en 2018, c'est forcément avec une référence au sujet des fake news, des informations trompeuses, des fausses informations qui se répandent comme des traînées de poudre et qui ont a priori influencé les élections américaines en 2017 ou 2016. Est-ce que c'était déjà il y a aussi longtemps? Je voudrais en parler, bien sûr, ça ne nous concerne pas directement en France, mais je crois qu'on sous-estime un petit peu ce qui est en train de se passer dans ces domaines-là, dans les domaines de la guerre de l'information, et parce que en fait ça n'a pas tellement pris en France, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas également des efforts de ce type dans notre pays, et il est bon, à mon sens, de les garder à l'esprit. Alors en l'occurrence, il s'agit du gouvernement américain, des juges, enfin le Special Investigator Council américain, Robert Mueller, qui a mis en examen un certain nombre de membres de personnes de nationalité russe et 3 entités russes. Donc il y a 13 personnes russes et 3 entités russes dans le cadre de son enquête sur les interférences avec les élections de 2016 aux États-Unis. Et ce qui est vraiment intéressant à noter, c'est que d'une part, une chose dont on se doutait un petit peu et qu'on avait déjà vu, c'est que à l'origine, les efforts de la Russie. Alors, quand on parle de Russie, on peut toujours prétendre que le gouvernement russe n'est pas impliqué et dire que ce sont des éléments indépendants de la population russe qui font ce genre de choses. Mais enfin, je pense que à ce niveau, personne n'est dupe et on sait qu'il s'agit d'un effort initié par la Russie en tant que nation. Et donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que il y a 2 choses. D'une part,
à l'origine, en tout cas, ils étaient vraiment dans l'optique de créer de la discorde dans la population américaine, dans l'optique des élections de 2016, mais pas uniquement. C'est une des efforts d'utilisation des réseaux sociaux, Twitter en particulier, mais pas que. On sait que c'est le cas bien sûr aussi sur Facebook et même ailleurs. L'idée étant de créer des mises à jour, des images, des memes, des posts sur Twitter, des tweets ou des posts sur Facebook pour exacerber les dissensions. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'on a vu la même chose se produire en France également lors des élections, et je suis sûr que ça sera le cas. Le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui regardent ça dans le passé et qui se disent ah bah oui, ça y est, c'est maintenant on sait. Et donc on saura comment gérer. C'est vraiment pas le cas. Les efforts de ce type vont certainement continuer et vont certainement s'amplifier parce qu'on a vu l'efficacité qu'ils pouvaient avoir. Donc, il est plus important que jamais de comprendre les méthodes d'opération de ces trolls, j'ai même pas mentionné le nom de troll, mais évidemment c'est le terme approprié, ces fermes à trolls qui créent à longueur de journée des gifs, des images, des memes pour essayer de faire haïr une partie de la population par une autre partie de la population. Et encore une fois, on a tendance à penser qu'il y a surtout des trolls de ce type dans le camp des Républicains et dans le camp de Donald Trump, donc qui, encore une fois, sont des Russes qui font ça pour la dissension, mais dans ce sens-là, c'est pas vraiment le cas. On se rend compte que peut-être que ça a un petit peu mieux pris dans ce sens-là, mais il y en avait également de l'autre côté. Donc, je crois qu'il est important de le savoir parce que ce type de division existe dans tous les pays, existe chez nous en France ou dans les pays francophones, les auditeurs d'autres pays francophones qui nous écoutent, c'est certainement le cas chez eux aussi dans une certaine mesure. Et donc c'est pas uniquement la droite ou l'extrême droite qui entre guillemets utilise ces tactiques ou on pourrait même dire est victime de ces tactiques. Ça va dans tous les sens, dans tous les partis. Alors ensuite, il est évidemment important de savoir repérer ces choses parce que on peut, en constatant l'omniprésence de ces fake news, dire que tout est des fake news. D'ailleurs, le président américain comment on dit, je perds mes expressions, ne s'en prive pas, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont crié dans leurs écouteurs. Donc, le président américain ne s'en prive pas, et donc il est important de faire la distinction. Et l'autre enseignement de cette enquête qu'il est important de retenir, c'est justement à propos de cette distinction, parce que il y a un enseignement qui est que ces personnes russes utilisaient non seulement des VPN américains, donc qui laissaient penser qu'ils étaient à l'origine des États-Unis, mais en plus ça va assez loin. Ils utilisaient des photos volés qui étaient liés à des numéros de sécurité sociaux volés avec des comptes PayPal, etc. pour rendre la tâche de Facebook et de Twitter de vérification beaucoup plus difficile. Donc ces commentaires, il était vraiment très difficile de les distinguer, ou même ces comptes, il était difficile de les distinguer de simplement des citoyens et des votants américains qui exprimaient leurs opinions, même si ces opinions pouvaient être controversé. Donc, il y a une mécanique très bien huilée qu'il est difficile de repérer. Alors bien sûr, je pense que tous les réseaux sociaux et les groupes de l'internet en général s'activent à essayer de repérer ce genre de choses et de les contrer, mais évidemment avec toute cette fourberie, c'est pas facile. Je crois que pour moi, il y a une chose qui est importante à réfléchir, c'est simplement le fait de pouvoir éditer les tweets. C'est déjà le cas sur Facebook, mais sur Twitter, qui est un petit peu plus un vecteur d'information rapide, on ne peut toujours pas éditer les tweets. Il y a énormément de gens qui réclament la possibilité d'éditer les tweets pour différentes raisons. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai fait une faute de frappe, ou j'ai fait je voudrais modifier l'information que je donne, etc. Et
Twitter n'a pas répondu à ces demandes. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, si je pouvais, moi, très modestement proposer une part de la solution, le fait d'éditer les tweets pourrait permettre simplement de corriger une fausse information qu'on a diffusée quand on s'en est rendu compte, parce que l'un des énormes problèmes qui contribuent à la diffusion des fake news, c'est que parfois, évidemment, elles ont l'air extrêmement légitimes. Et on va en avoir un exemple dans quelques instants, dans un contexte un petit peu tragique. Mais parfois, ces informations ou ces tweets ont l'air parfaitement légitimes. On a un titre de presse, une image qui a été capturée qui a l'air d'être une information un petit peu grosse mais crédible, on la retweet, on la commente, et puis très vite on a des réponses qui nous informent que en fait cette histoire n'est pas réelle, c'est une image qui a été manipulée, qui nous en donne l'explication et un lien vers une explication plus complète, mais il est déjà trop tard. Même si, alors la seule option qu'on a, c'est de supprimer le tweet, ce qui est possible, et je l'avoue là encore humblement, moi ça m'est arrivé plus d'une fois. J'espère avoir un certain niveau de discernement, mais il m'est arrivé de voir un sujet qui a fait bouillir mon sang, qui n'a fait qu'un tour, et je retweet avec un commentaire acerbe. Et même si généralement j'arrive à repérer le fait que c'est pas forcément tout à fait authentique comme info, parfois il s'est trouvé que j'ai retweeté des informations non fiables, et là même quand en fait mieux que supprimer le tweet qui du coup amène à confusion, la chose idéale serait de pouvoir l'éditer, ne serait-ce que avec un petit signe qui dirait ce sujet est en fait, je me suis rendu compte que ce sujet était pas forcément exact ou était controversé, etc. De l'auteur du retweet, et ça permettrait de limiter la diffusion de ce message, parce que le gros problème c'est que on le retweet une fois, 10 minutes après, on a l'information selon laquelle c'est inexact, on peut mettre une réponse, on peut essayer de prévenir les gens, mais on ne peut pas. Enfin, le tweet, même si on met une réponse, il continue à se diffuser beaucoup plus que la réponse, et il se voit beaucoup plus que la réponse. Donc, le fait d'éditer les tweets ou de signaler que qu'on voudrait revenir sur l'information qu'on a diffusée serait à mon sens hyper important pour essayer de limiter la casse, parce que là vraiment même les personnes de la meilleure volonté qui soit parfois se laissent attraper par ce genre de piège. Donc bon voilà, ça c'était pour le sujet de l'édition des tweets. On a parlé du fait qu'il faut faire attention à toutes ces informations, parce que je le répète, mais encore une fois, il s'agit d'efforts de désinformation informatique dont le but est de créer ce type de dissension dans un pays, et de dissension forte. Donc, je crois qu'il est vraiment important de s'en rendre compte, et comme je le dis très souvent, de temporiser, de laisser un petit peu de temps avant de laisser son sang bouillir, etc., etc. Parce que maintenant, disons que jusqu'en 2017, on savait pas. Maintenant, c'est plus difficile de se dire je savais pas, j'ai vu ce truc, je me suis dit que c'était exact. Il faut maintenant qu'on sache tous que ça peut arriver, et je dis pas qu'il faut pas retweeter les informations, mais prendre le temps de se poser la question au moins si cette information est juste ou si c'est pas trop gros pour être vrai. Et parfois, malheureusement, la réalité est trop grosse et c'est quand même vrai. Mais parfois, enfin la plupart du temps, je dirais, on peut être victime de ce type de piège que nous posent les trolls. Et toujours pour parler de Twitter, il y a eu, c'était la semaine dernière ou ce week-end, ce drame évidemment indicible d'un énième tueur en série, enfin de masse aux États-Unis, dans une école, dans un lycée, qui a été donc pour ceux j'imagine que tout le monde sait, mais donc un jeune homme de 19 ans a été dans un lycée et a tué 17 personnes. C'était en Floride, si je ne m'abuse. Et là, on a un exemple du pire et du meilleur de Twitter. C'est vraiment, je pense que le thème de ces dernières années, c'est Internet. On pensait que ça créerait un monde idyllique ou au moins un monde libre. Et là, on se rend compte que pour avoir
je dirais certainement pas que ça crée un monde infernal, mais pour avoir le meilleur qu'amène Internet, c'est comme toute technologie, on doit aussi malheureusement apprendre à gérer le pire. Et dans le cas de ce massacre, c'est évidemment très délicat parce qu'on veut pas manquer de respect, du respect qui est dû à ce genre enfin aux victimes et à ce genre d'événements absolument tragiques. En même temps, il y a des choses à apprendre et des choses à commenter. Donc, je vais essayer de marcher sur cette ligne difficile. Mais l'une des choses qu'on voit, c'est que il y a eu des moments. Alors là, c'est presque neutre. Ce sont des moments incroyablement émouvants d'élèves qui étaient prisonniers pendant l'heure ou les 2 heures qu'a pris cet événement, qui étaient prisonniers dans leur classe, qui tweetaient ce qui était en train de se passer. On a vu des membres de leur famille leur répondre et leur dire en live sur Twitter de rester à l'abri et que les choses. Enfin, il y avait eu des moments incroyablement émouvants. Ça, je sais pas si c'est bien ou pas que ça arrive sur Twitter. Je crois que dans ce cas, on peut se dire qu'il y a un manque de décence, mais en même temps, ce sont les victimes elles-mêmes qui ont tweeté ce genre de choses, et peut-être que c'était un moyen pour eux de s'exprimer, de trouver du réconfort, et c'était pas uniquement les membres de leur famille qui leur disaient ça. On a vu des personnes qu'elles ne connaissaient pas qui se sont exprimées pour leur dire: moi, j'étais dans cette situation. Ah, vraiment, là, on est dans un cadre où les États-Unis nous laissent quoi, mais j'étais dans cette situation il y a quelques années et c'est comme ça que ça s'est passé. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, etc. Donc peut-être qu'ils ont eu un réconfort dont ils avaient besoin. Donc voilà pour la partie un peu neutre, que je ne commenterai pas plus que ça, mais c'est une chose qui n'aurait certainement pas été possible, non pas juste avec Internet, mais avec Twitter spécifiquement, cet outil qui, une fois de plus, est capable du meilleur comme du pire. Et l'autre aspect de Twitter, qui là, c'est un petit peu le pire, et puis on viendra au meilleur ensuite. L'autre aspect, c'est, encore une fois, on revient à la question des trolls. Des journalistes qui ont été victimes de ces trolls, il y a des trolls qui ont fabriqué des tweets en modifiant des tweets existants de journalistes, pour leur faire dire des choses évidemment infectes, selon lesquelles, donc, ce qu'ils faisaient dire, c'était une journaliste qui contactait l'une de ses victimes qui était en train de tweeter pendant l'attaque. Et donc le faux tweet disait je suis désolé de ce qui t'arrive, j'espère que tout va bien aller, mais j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que le tueur est noir? Est-ce que tu sais si on pourrait te parler maintenant, etc. Enfin, des choses absolument ignobles de ce type. Ces faux tweets sont pris en images, donc pas en retweet, puisqu'évidemment ils n'existaient pas, mais en images capturées et diffusés. Et ils se diffusent comme une traînée de poudre. Les journalistes en question, qui sont des personnes réelles, se retrouvent, même si parfois ils sont à la limite de la décence dans leur course au scoop, on va dire, pour caricaturer un peu, clairement, dans ce cas-là, ils ne dépassent pas cette ligne qui est franchement infranchissable, et ils se retrouvent harcelés en réponse par des gens qui croient à ce faux tweet. Et Twitter a répondu que il voulait essayer d'avoir des solutions pour contrer ce type d'action des trolls, mais je sais pas comment ça peut marcher, parce que il parle de vérification d'authenticité. Mais comment vérifier l'authenticité de cette image? Alors, il y a toujours une personne à l'origine qui va la tweeter, c'est possible, mais peut-être qu'il l'a trouvée ailleurs, sur un réseau autre, ou sur un site d'hébergement d'images qui a été à l'origine. Enfin, c'est très difficile de trouver l'origine de la chose. Il y a des gens qui disent il faudrait que les sociétés qui font de la publicité sur les réseaux soient aussi strictement identifiées qu'ailleurs, qu'à la télévision ou la radio, par exemple. C'est certainement un élément de réponse, mais là, en l'occurrence, ce genre de tweets diffusés, de faux tweets diffusés, il me paraît extrêmement difficile d'en vérifier l'authenticité. C'est simplement une image.
Et si on voulait contrôler la diffusion des images sur Twitter, eh ben il y aurait a priori, enfin ça restreindrait énormément beaucoup d'utilisation positive ou du moins d'utilisation neutre de Twitter. Donc je sais pas comment ils vont pouvoir faire. Jack Dorsey a encore une fois, comme souvent, exprimé son intention de trouver des moyens de corriger ce genre de problème. Mais on est certainement, on peut être dubitatif sur leur capacité à le faire effectivement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent il y a des, et même aux États-Unis on commence à sentir et à entendre ce genre de sentiments. Ils gagnent des milliards de dollars. En l'occurrence, bon, Twitter est rentable pour la première fois de son histoire cette année. Donc eux, en l'occurrence, ils brassent des milliards, mais ils en gagnent pas forcément. Bon, on sait que c'est pas le cas de toutes les sociétés. Facebook et Google sont dans d'autres situations, mais sur la question de la vérification de l'authenticité, il y a des problèmes techniques très simplement auxquels on n'a pas vraiment de réponse. On pourrait on pourrait engager des armées de modérateurs et c'est ce qu'on est en train de voir et c'est certainement quelque chose de positif. Depuis 1 an ou 2, ils engagent beaucoup plus de monde pour modérer. Sur ce problème spécifique de cette pauvre journaliste qui s'est vue harcelée et insultée par l'ensemble de Twitter pour ce faux tweet qu'elle n'avait jamais exprimé, qu'elle n'avait jamais tapé, là, techniquement, je ne sais pas comment ça se corrigerait. Donc là, on est un petit peu dans le domaine du pire, et spécifiquement dans le domaine du pire de Twitter, qui est tellement rapide et tellement un vecteur d'information, de diffusion d'informations tellement important. Si on veut aller du côté du meilleur, on a un groupe de survivants de ce tueur, donc des lycéens, qui ont commencé à exprimer leur... Alors on sait qu'aux États-Unis, il y a un énorme problème avec le contrôle des ventes d'armes. C'est-à-dire que la NRA, la National Rifle Association, l'association des fusils nationale, a énormément de pouvoir de lobby et bloque en fait les réformes, même les réformes raisonnables qui pourraient avoir lieu aux États-Unis pour la question de l'achat et de la possession d'armes. Il y a des choses toutes bêtes comme les vérifications qu'on doit faire quand on veut acheter une arme. On a moins de vérifications pour acheter une arme que pour avoir un permis de conduire, par exemple. C'est un exemple qui est souvent donné. C'est évidemment inepte vu d'ici. Je vous rassure, pour fréquenter différentes personnes de différents pays du monde, on peut les pointer du doigt, et en l'occurrence, je pense que c'est extrêmement justifié. Mais sachez qu'il y a aussi des choses qu'on pointe du doigt en France comme étant je vais pas dire aussi inepte parce que là on est quand même au bout de l'ineptie, mais on a des choses qui se passent en France dont les gens ne comprennent pas du tout comment c'est même possible. Et je vous invite à écouter The Phileas Club, une émission que je produis en anglais pour un petit peu plus sur ces sujets, mais bon. Pour ne pas épiloguer sur la question du deuxième amendement américain, du droit de l'achat des armes, revenons au sujet de la médiatisation. En l'occurrence, Twitter rend possible la diffusion de ce message de ces survivants qui sont en train d'organiser une manifestation, une marche le 24 mars, si je ne m'abuse, pour mettre cette question sur le devant de la scène et essayer de forcer enfin les politiciens à agir, en particulier les politiciens du Parti républicain qui bloquent ce type de législation depuis des années et des années. Et cette mobilisation ne serait pas vraiment possible sans l'outil Twitter, je crois. Je crois qu'on est vraiment dans une situation où la diffusion est possible grâce à je crois que le petit est en train de revenir. Donc je vais finir ma phrase et puis on va faire une petite pause et je reviendrai un petit peu plus tard, mais
là, on est dans un exemple vraiment du meilleur où ces enfants, ces jeunes incroyablement courageux essayent de diffuser leur message, mon Dieu. Bon, eh ben écoutez, on va faire une petite pause et je finirai ce sujet dans quelques minutes. Bon, me voilà de retour. Je pense que vous n'avez peut-être pas pu entendre les cris, ou à moins que vous n'ayez monté le volume très fort il y a quelques secondes. Mais il est changé, nourri et même ressorti pour aller faire une petite balade, histoire que j'ai le temps de finir cette émission. Et donc je reprends le sujet que j'étais en train d'évoquer, donc celui des étudiants, des survivants de ce massacre qui a eu lieu il y a quelques jours, qui utilisent Twitter pour faire passer leur message et surtout pour créer un mouvement de soutien à leur demande, qui est, encore une fois pour nous et pour de très nombreux Américains, assez raisonnable, c'est-à-dire le fait de faire passer des lois plus strictes sur le contrôle des moyens d'obtention d'armes à feu et de certaines armes à feu. Donc, s'il s'agit pas de bannir tout simplement les armes à feu, je pense que le peuple américain n'est pas pour dans son ensemble, mais par contre d'avoir des contrôles plus raisonnables. Et donc, c'est un moyen de diffusion de ce message qui, bien sûr, pourrait exister avec les médias traditionnels, mais qui là, est amplifié par les réseaux sociaux et en particulier par Twitter, d'une manière qui n'aurait pas été possible il y a quelque temps encore. Je crois que c'est quelque chose de vraiment unique qui est rendu possible, oui, comme je le disais, par Twitter et par les réseaux sociaux. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est, en tout cas, si la pression qu'ils réussissent à mettre en place sur les politiciens est même un petit peu efficace, ça sera assez historique, parce que les massacres de ce type ne datent pas d'hier, et à chaque fois, on tombe dans un cycle absolument vicieux où les politiciens disent, quand ça les arrange, c'est pas le moment de parler de réforme du droit d'obtention d'armes parce que on peut pas exploiter la tragédie et le malheur des gens. Et bien sûr, quand le moment tragique est passé, plus personne veut en entendre parler. Donc là, il y a une sorte de, on va pas dire échec et mat, mais en tout cas échec de la part de ces pauvres étudiants qui faisaient partie de cet événement, qui disent, on ne peut pas prétendre qu'on invoque, qu'on manque de respect aux victimes parce que c'est nous les victimes et on va à des enterrements depuis plusieurs jours et c'est nous qui sommes en train de faire passer ce message. Et encore une fois, je pense que ce message ne passerait pas de la même manière. Et je prends l'occasion, je saisis cette occasion pour mentionner quelque chose qui est de plus en plus qui se fait jour de plus en plus, c'est l'activité et le courage ou comment dire, la situation des millennials, parce que on est souvent prompt, ceux de ma génération et des générations peut-être un petit peu plus âgées, à critiquer les millennials, à dire qu'ils ont toujours la tête dans leur téléphone et qu'ils sont paresseux, qu'ils estiment que tout leur est dû, etc. Bon, on est dans un cas, je pense, classique de génération d'avant qui critique la génération d'après. Et là, on a un exemple de courage justement de ces jeunes, enfin de ces enfants. Ils ont pour la plupart moins de 18 ans, qui parlent avec une clarté, une aisance et un courage qui sont peu communs. Et qui fait preuve de la maturité justement de cette génération, ou du moins bien sûr d'une partie de cette génération, moi je suis convaincu depuis des années que justement, enfin chaque génération est un petit peu meilleure que la précédente, même si on a parfois tendance à penser le contraire. Et je crois qu'ils ont une maturité, une intelligence, un humour. On peut voir, bon évidemment il y a des exemples contraires un petit peu partout, mais on peut voir souvent. Moi j'ai vu c'est anecdotique, mais sur YouTube encore des critiques de cinéma ou de jeux vidéo, des gens qui sont hyper jeunes, qui ont parfois moins de 20 ans, autour de 20 ans. Et qui parlent de films avec ou de jeux vidéo avec une intelligence, une maturité
que très sincèrement, soyons honnêtes, moi j'avais pas à cet âge-là, et je pense que ma génération à cet âge-là, on n'était pas du tout dans ce type de réflexion vraiment. Et je crois que c'est parce qu'ils ont accès à tellement d'informations. Alors oui, il y a une énorme partie qui va être des trucs un petit peu puérils ou un petit peu trash ou un petit peu people ou Dieu sait quoi. Mais il n'empêche que avec ce pire vient aussi le meilleur, qui est qu'ils ont accès à toutes ces chaînes et ces sources d'informations intelligentes, qu'ils ont des relations avec des gens qu'ils apprennent à gérer des déceptions, des frustrations bien plus tôt et bien mieux que nous, et donc on arrive à ces situations. Moi je vous encourage à aller les écouter parler, ces jeunes qui clairement d'eux-mêmes ont pris cette initiative pour la marche March for Our Lives le 24 mars, grâce encore une fois à ce contexte électronique et ce contexte de diffusion de l'information qui le rend possible. Donc voilà, c'est une réflexion que je me faisais sur le sujet et que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas bien sûr à venir me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de l'épisode sur Twitter, etc. On refait un petit tour par le pire avant de conclure cette partie-là. Pour vous parler d'un nouveau phénomène pornographique en fait, qui utilise une technique dont on avait déjà parlé dans l'émission, qui est basée sur l'intelligence artificielle et le machine learning, qui peut intelligemment créer des transpositions d'images en mettant le visage de quelqu'un sur le corps de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, la nature humaine et Internet étant ce qu'ils sont, il y a une tendance de création de films pornographiques où les utilisateurs utilisent justement des images pornographiques existantes et mettent sur les visages des acteurs ou actrices des visages de personnes célèbres. Et donc, il crée en fait des films pornographiques de personnes célèbres qui n'existent pas. Et la technique est assez développée et assez efficace. Alors moi, je l'ai pas vu sur les trucs pornographiques, je l'ai vu sur les trucs de démonstration que mettaient en ligne, les vidéos de démonstration que mettaient en ligne les laboratoires de recherche de ce type, qui ont depuis, alors c'était il y a 1 an à peu près ou 2 ans qu'on a commencé à voir ça. Donc les outils se sont démocratisés et du coup, c'est une utilisation de cet outil qui est évidemment un peu inquiétante. Alors visiblement certains sites de pornographie ont banni l'utilisation de ces vidéos. On a vu que Reddit a banni le subreddit, le groupe où se partageait ce type de vidéos. Donc il y a quand même un certain contrôle qui est en train de s'opérer. Mais bon, c'est bien sûr préoccupant. On peut mentionner aussi le fait que Aviv Ovadia, qui avait mis en avant le phénomène des fake news il y a 2 ans, presque 2 ans déjà, quand il avait commencé à se faire jour, nous met en garde contre la montée de l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle qui vont à terme possiblement éroder la confiance qu'on a simplement en la réalité. Et c'est ce que je disais sur le fait qu'on ne peut pas... On a beaucoup parlé du fait que la vérité n'existe pas depuis quelques années, où la vérité n'a plus d'importance tellement les fausses informations sont omniprésentes et invérifiables. Lui dit, à cause du fait qu'on ne puisse plus bientôt croire en la véracité d'une vidéo, peut-être que la réalité elle-même va devenir un point d'interrogation et plus simplement la vérité, simplement la réalité. On pourra plus croire en la réalité. Alors je pense que c'est une hyperbole pour moi, parce que je veux pas rester sur des considérations uniquement un petit peu catastrophiques. Ce que je dirais, c'est que il va falloir qu'on apprenne en tant que société à retrouver la confiance en des sources. Savoir si on peut faire confiance à un journaliste, à un média, à un titre de presse, et décider par nous-mêmes à qui on va pouvoir faire confiance ou pas. Et ce que j'entends par là, c'est pas uniquement une question de préférence personnelle, qu'elle soit politique ou autre, mais simplement savoir qui va parler des choses de manière fiable.
de manière équitable, de manière suffisamment factuelle. J'utilise pas le terme neutre, mais au moins de manière factuelle. Et je pense qu'il va y avoir, enfin j'espère, une opportunité pour ce type de média. C'est déjà en train d'arriver. Je crois qu'il y a aux États-Unis un média qui a été créé dans ce but par des gens qui connaissaient déjà le métier. Hein, c'est pas des nouveaux venus, mais il s'appelle Axios. Et il a vraiment cette orientation. On est le média qui parle des choses factuellement et en qui vous pouvez faire confiance. Et je crois qu'il y a des opportunités là-dedans. Et je pense qu'en France et ailleurs, il va être important que nous trouvions ce type de médias, qu'il se crée et qu'il se développe pour qu'on ait des sources crédibles. Parce que, comme on l'a vu avec les fake news et comme on est en train de le voir avec ces outils vidéo et la difficulté d'établir la véracité d'un tweet ou de ce genre de choses, on va avoir besoin de la confiance va devenir la monnaie la plus importante qu'on ait, la monnaie dans le sens la valeur ajoutée la plus importante qui soit. Donc encore une fois une réflexion qui va, j'en suis sûr, se développer au fur et à mesure des années, des mois et des années à venir. Mais bon, la confiance en valeur ajoutée, à mon sens, va prendre de l'importance, quoi. Bon, on continue. Je tape un tout petit truc et on continue avec un sujet un petit peu plus léger, le sujet du HomePod, l'enceinte connectée d'Apple, qui est dans la catégorie des enceintes intelligentes, mais qui est peut-être une enceinte un petit peu bête, puisque elle a des qualités du côté de la qualité de son et d'énormes défauts du côté de l'assistant. Alors, Apple, sans doute un petit peu conscient de ces problèmes, la vend en tant que enceinte simplement avec une bonne qualité de son, avec une excellente qualité de son, et ça semble être confirmé par les divers tests qu'on a vus, les diverses reviews. C'est contrebalancé par le fait que Siri soit on le sait, bien moins capable que ses concurrents Alexa et Google Assistant. Donc ça se ressent dans l'utilisation du HomePod également. Et c'est également contrebalancé par le fait qu'il n'y a pas, par exemple, d'accès auxiliaire. On ne peut pas connecter un objet, une source en Bluetooth. On ne peut pas connecter à plusieurs. On ne peut pas avoir plusieurs HomePod pour avoir du son stéréo, par exemple. Donc, clairement, matériellement, l'appareil semble excellent. On a vraiment des reviews qui, certains spécialistes disent qu'ils n'ont jamais entendu cette qualité de son à ce niveau de prix, parce qu'il faut être précis. Il y a bien sûr des enceintes de meilleure qualité, mais pas à ces prix-là. Mais du coup, ça pose la question, si on veut une enceinte intelligente, peut-être aller ailleurs, parce que l'intelligence fait partie du truc, et on a par exemple le Google Max Home Max, qui est de très bonne qualité aussi, et qui en plus a l'assistant Google. Mais d'un autre côté, si on veut du très bon son, peut-être qu'il faut mettre un petit peu plus de ces $350 ou je sais pas 400 €, j'imagine, dans une enceinte pour avoir si on est un vrai amoureux du son, peut-être qu'il faudrait mettre un petit peu plus d'argent pour avoir une très bonne qualité. Donc voilà, le HomePod du coup risque d'avoir un marché un petit peu réduit, contraint aux grands fans, aux gens qui sont complètement immergés dans l'univers Apple, avec notamment Apple Music, qui gagne du terrain sur Spotify, qui n'a pas encore été, qui garde la première place, mais il n'empêche, le HomePod, on ne peut pas utiliser vraiment Spotify, on peut l'utiliser par AirPlay, mais c'est un petit peu, il n'est pas directement sur le HomePod, il n'y a que Apple Music directement sur le HomePod. Donc voilà, review en demi-teinte, bonne qualité sonore, mais par contre, c'est un petit peu l'enceinte pas intelligente, mais l'enceinte un peu bébête, quoi. Donc voilà pour cette question de HomePod. Et puis on va faire une petite pause pour remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Vous le savez, cette émission est financée uniquement par les auditeurs qui choisissent de donner de l'argent.
Et parmi eux, je voudrais remercier aujourd'hui Jean-Alain Abinasser, Laurent Gaillet-Métois, Adrien, Béné Kenobi, Florian Blanc, Romain Leclerc, Thibaut Bouvet, Adrien Gonin, Jean-François Damso et Laurent Yeb. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Comme je le disais, l'émission n'existerait pas s'il n'y avait pas des gens qui choisissaient de soutenir un média qu'ils apprécient, dont ils estiment qu'il leur apporte quelque chose, que ça soit un bon moment, de l'information fiable, comme on en parlait. Et un moyen de rester informé sur toute l'actu tech sans avoir besoin d'écumer les dizaines de blogs et les centaines de news qui sont publiés tous les jours. Et j'espère que je vous rends ce service et que vous appréciez l'émission. Donc si c'est le cas, je vous encourage vraiment à aller sur patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, et considérez peut-être donner une petite somme par épisode pour soutenir l'émission. C'est une démarche qui est à mon sens incroyablement positive parce qu'elle soutient un business model qui n'a, je crois, vraiment que des avantages et qui est un business model extrêmement sain. On est loin de la pub, on est loin des contenus sponsorisés et de ce type de business model un petit peu invasif. Donc si vous pensez que c'est quelque chose de positif, il faut le soutenir, je crois. Donc je vous encourage à cliquer sur ce lien qui est disponible dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvtech. Et d'ailleurs, j'aurai une petite annonce, même une grosse annonce à vous faire dans quelques jours. Si vous écoutez ça en retard, peut-être qu'elle aura déjà été faite. Je vais pas déflorer la chose, mais il y a un changement important qui arrive pour le rendez-vous tech bientôt, et je vous en parlerai dans quelques jours publiquement. Je suis assez excité par tout ce que ça veut dire pour l'émission, et j'espère que vous serez avec moi dans cette aventure. Je n'en dis pas plus, mais ça sera, j'espère, quelque chose que vous apprécierez. On continue avec des petites news et des rumeurs. D'abord, un petit topo sur le changement dramatique de Snapchat qui a revu un petit peu son interface. Alors, le changement pour les gens à l'extérieur de Snapchat est minime. Le changement pour les gens à l'intérieur, enfin des utilisateurs de Snapchat, sont hyper importants. Et il y a eu quand même un mouvement de masse d'utilisateurs de Snapchat qui ont réclamé un changement, un retour en arrière. Et c'est pas la première fois qu'on voit ce type de réaction quand il y a un changement d'interface, même minime. Et là, c'est relativement minime quand même. Mais c'est intéressant parce que c'est Snapchat qui essaye d'enrayer. On va pas dire que c'est la fuite des utilisateurs. On n'est pas encore là, mais il y a clairement une tendance de déplacement, enfin de réduction d'engagement sur Snapchat et de déportage vers Instagram, avec Instagram qui a vraiment le vent en poupe, même par rapport à Facebook, qui est la société mère d'Instagram, donc ça va, ils perdent pas non plus les utilisateurs, mais Facebook a perdu un petit peu d'utilisateurs là, ce dernier trimestre, et en l'occurrence, les utilisateurs de Snapchat se déportent sur Instagram à tel point que il y a de nombreux utilisateurs qui utilisent les filtres de Snapchat, donc les oreilles de lapin ou les oreilles de chien, les petits museaux, etc., et ce genre de trucs, qui sauvent leurs images ou leurs vidéos sur leur appareil pour les reposter ensuite sur Instagram. Donc ils n'utilisent pas les filtres de Snapchat sur Snapchat, mais ils les utilisent, ils sauvent ça dans leur appareil et ils les utilisent sur Instagram. Il y a tout un tas, on parlait il y a quelques temps je crois que c'était les mimes, les comptes mimes de Instagram, et les gens ont beaucoup de comptes différents aujourd'hui sur Instagram, les jeunes ont beaucoup de comptes différents sur Instagram, et du coup, ils utilisent pour différentes utilisations différents comptes. On avait parlé des petits mimes, je sais plus comment ça s'appelait le terme exact, mais les mimes personnels. Il y a aussi les Finstagram, les fake Instagram, où ils mettent les informations, c'est leur compte caché que leurs parents ne connaissent pas, et où ils vont mettre les informations ou les images dont ils ne veulent pas que les gens les connaissent. Donc vraiment, il y a un déplacement vers Instagram, qui a d'ailleurs copié une énorme
énorme partie des fonctionnalités de Snapchat. Donc les mouvements diaboliques de Mark Zuckerberg semblent porter leurs fruits avec Instagram. Pour ce qui est du redesign de Snapchat, je pense que on verra, ils vont pas céder et on verra les résultats dans l'activité des utilisateurs, et si ça crée plus d'activité, le changement ne sera pas impacté. Donc ça c'est toujours la même histoire avec les utilisateurs qui sont extrêmement frustrés par des changements qui au final ont une raison d'être pour la majorité. On est dans ce pattern, dans ce schéma de majorité silencieuse et de minorité extrêmement virulente. Orange et TF1 se chamaillent. TF1 a voulu, et d'ailleurs il n'y a pas qu'avec Orange, mais TF1 veut, comme c'était le cas, je crois que c'était M6 il y a quelque temps, veut partager les profits des fournisseurs d'accès Internet. Ils arguent du fait qu'ils fournissent de la valeur ajoutée aux fournisseurs d'accès Internet qui profitent de cette valeur ajoutée dans leur box pour vendre ces services. Ce qui, en soi, n'est pas totalement faux, mais moi, j'avoue que j'ai été plutôt sensible à l'argument de Orange qui a dit, bon, alors ils ont dit plusieurs choses. D'une part, ils ont dit que TF1 faisait preuve je paraphrase, mais d'une avidité terrible. C'est quand même amusant d'entendre les FAI dire que une autre société fait preuve d'avidité. Je pense qu'ils sont pas les derniers dans la classe au niveau de cette caractéristique, eux non plus. Mais il n'empêche, ils ont mis en avant l'argument que les FAI ont, eux, à la charge les infrastructures, donc le réseau de distribution, la fibre, l'ADSL, les réseaux de peering, etc. Alors que dans les moyens de diffusion traditionnels, c'est à la charge des chaînes, ces types de distribution, même si c'est peut-être moins cher, il n'empêche, la diffusion hertzienne, la diffusion TNT, etc., etc. Et par contre, donc ces FAI n'ont pas une part des profits de ces chaînes. Ils touchent pas de l'argent de la publicité que TF1 met sur son service. Donc ça me paraît un petit peu compliqué d'arguer que TF1 devrait récupérer une partie de l'argent que payent les abonnés au FAI pour le service qu'ils fournissent, et en même temps, quand les FAI les FAI fournissent TF1 à des spectateurs supplémentaires, ça fait des spectateurs supplémentaires pour regarder la pub. Donc effectivement, moi je crois qu'on est dans une situation où, alors je sais pas, j'ai pas les détails des montants, mais il me semble que chacun devrait rester dans son rôle et moduler ses gains et ses business model dans son rôle. Là, le fait que TF1 ou d'autres chaînes d'ailleurs demandent de l'argent au FAI, c'est un mélange des genres qui me paraît pas très sain. Donc voilà, je voulais juste mentionner ce côté de la conversation. Un petit retour sur Apple, pour mentionner le fait que la BNP Paribas a annoncé qu'il y aurait Apple Pay chez eux aussi d'ici la fin de l'année. On sait qu'ils sont qu'il y a d'autres banques qui sont aussi en train d'intégrer Apple Pay. Et là, on parle pas vraiment de ça pour parler d'Apple, mais surtout pour dire, je sais pas si vous vous souvenez, à l'annonce d'Apple Pay il y a peut-être 3 ans, la plupart des banques françaises, en tout cas, avaient répondu de concert. Oui, Apple, ils sont bien gentils, mais nous, on va pas les laisser passer comme ça. On va implémenter nos solutions à nous, et on veut pas abandonner le marché des paiements à Apple. On va avoir nos solutions qui vont être universelles, qui vont mieux fonctionner, et Apple Pay, on va garder, on va mettre un enclos autour du pays, et on va garder notre marché, et on va pas laisser passer Apple Pay. Et petit à petit, chacune des banques, bon, c'est pas le cas de toutes les banques encore, mais je pense d'ici la fin de l'année, on aura une majorité de banques françaises qui accepteront Apple Pay. Alors pour ceux qui savent pas, il faut que la banque qui fournit la carte bleue accepte Apple Pay pour que cette carte bleue soit reconnue par le système Apple Pay et qu'on puisse l'intégrer au téléphone. Et donc,
une fois qu'elle est intégrée au téléphone, on peut payer avec le téléphone. C'est comme si on payait avec la carte bleue. Et donc de plus en plus de banques sont en train de l'intégrer. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire pour les systèmes de paiement. Si l'un de nos auditeurs a des informations, a une connaissance plus spécifique de ce marché, je serais curieux d'entendre leurs explications dans les commentaires de l'émission. Mais moi, l'interprétation que j'en fais, c'est que c'est un gros système à mettre en place, et je me demande si les banques n'ont pas réussi à s'entendre en fait, et n'ont pas réussi au niveau des négociations et des implémentations techniques à fournir une solution universelle qui plairait à tout le monde, qui serait facile à implémenter et qui fonctionnerait. Alors bien sûr, Apple ne donne pas accès à ces capteurs NFC, restreint l'accès à son capteur NFC pour les applications tierces, donc peut-être qu'ils ont bloqué les choses à ce niveau-là. C'est pas le cas sur Android, et j'ai pas l'impression qu'il y ait des solutions universelles sur Android pour les banques françaises. Donc je crois qu'il y a eu un petit cafouillage à ce niveau-là et qu'ils n'ont pas réussi à mettre les choses en place, et du coup ils se disent si on n'a pas de solution satisfaisante, on va ouvrir les portes à Apple Pay, parce que sinon d'autres vont le faire, et peut-être que certains clients choisiront leur banque à terme en fonction desquels autorise. On parle d'Apple Pay, mais il y en aura peut-être d'autres. Peut-être qu'Android Pay Wallet, je sais plus comment il s'appelle, sera de la partie aussi. Peut-être que ils se disent c'est un avantage compétitif qu'on est maintenant obligé d'implémenter également. Voilà pour Apple. Encore petite mention sur un sujet qui fait les gros titres depuis quelque temps, l'histoire de la batterie de l'appareil qui est ralenti chez Apple quand la batterie est usée. Il y a une réponse un petit peu équivoque qui suggère que sur les iPhone 8 et iPhone 10, il y ait un système soit logiciel, soit matériel qui réduit entre guillemets l'impact de l'usure des batteries, et donc qu'on n'ait pas besoin de ce système qui va ralentir le téléphone pour éviter qu'il s'éteigne sur ces iPhones récents, c'est-à-dire qu'ils auraient trouvé un moyen de contrer l'extinction des téléphones même quand la batterie est usée, peut-être sans avoir besoin de les ralentir. Peut-être qu'ils ont changé les téléphones matériellement, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur le sujet. Si c'est le cas, ça voudrait dire que l'offre de changement de batterie sur une année pour les téléphones affectés, c'est-à-dire iPhone 6S, 6, je sais plus, il y en a une certaine quantité. Donc ce changement de batterie sur un an serait peut-être suffisant entre guillemets, parce que à terme, quand les iPhones de cette année et de l'année prochaine seront plus présents sur le marché, ceux-là sont déjà ont déjà eu une correction matérielle de ce problème, et donc n'auront plus besoin vraiment de changer le batterie pour éviter les ralentissements. Est-ce que c'est exactement le cas? Là encore, on est un petit peu dans une situation où Apple est pas très clair, donc peut-être qu'ils devront clarifier la chose quand les iPhones de cette année commenceront à être concernés potentiellement par les problèmes de batterie usée, donc d'ici un an et demi, on va dire. Dernière chose au sujet d'Apple, il semblerait qu'ils soient en train de changer leur stratégie de développement. D'un cycle annuel un petit peu au pas de charge à un cycle un petit peu plus souple où les fonctionnalités de iOS ou macOS qui ne seraient pas prêtes à être implémentées dans l'OS de l'année seraient décalées selon des décisions des développeurs. Et c'est vrai qu'on a vu de plus en plus ces 2-3 dernières années des fonctionnalités qui arrivent en bêta, des fonctionnalités qui sont pas prêtes pour la sortie de l'OS, qui sont poussées à la version X.1, X.2. Donc il semblerait qu'Apple soit en train de réévaluer ses stratégies de développement, ce qui est sans doute une bonne chose, et qui parce que c'est une chose dont on se rend pas bien compte, mais il y a quand même une stratégie de développement chez Apple qui est, et je sais qu'il y a des gens qui vont me critiquer pour cette caractérisation d'Apple, mais qui est un peu sans précédent, c'est-à-dire qu'ils ont des sorties annuelles logicielles et matérielles
majeur pour toute leur gamme, qui inclut une quantité de produits qui est assez imposante. On a bien sûr les iPhones, les iPads, enfin les Mac et les iPhones, on va dire, c'est les principaux. Après, il y a les iPads, les Apple Watch, les Apple TV. On a déjà 5 écosystèmes. On va y ajouter maintenant l'Apple TV, le HomePod. On a aussi sur le côté CarPlay, donc pour les téléphones, qui est intégré à iOS, mais tout de même. Donc on a un écosystème qui est quand même assez vaste, qui s'est peut-être vu ailleurs dans l'industrie, mais je suis pas sûr que ça ait été avec une telle intégration entre logiciel et matériel. Et quand je citais ces catégories de produits, c'est vrai qu'on avait à la fois le matériel qui, alors c'est plus ou moins important comme nouveaux produits, mais c'est quand même des nouveaux produits qui sont renouvelés une fois par an. Et c'est pas juste et les renouvellements se font de manière imposante. On a bien sûr des constructeurs de téléphones qui sortent 60 modèles par an, mais il n'y a pas une telle ingénierie qui va dans par exemple au niveau logiciel dans ces produits. Les sociétés auxquelles je pourrais penser, c'est peut-être les sociétés japonaises, les grandes Keiretsu japonaises qui sont très intégrées horizontalement et qui ont énormément de produits différents. Mais là, c'est plein de petites sociétés. Apple essaye de gérer ça comme une petite société qui n'est plus, mais unique, uniforme. Donc c'est compliqué à gérer au niveau du management. Clairement, ils y sont pas arrivés aussi bien qu'ils le voudraient et qu'on le voudrait ces dernières années. Et c'est, je pense, le bon moment pour infléchir la direction et peut-être au fur et à mesure que les équipes d'ingénieurs s'étendent et grandissent, où ils ne peuvent plus gérer ça comme il y a 10 ans quand ils étaient une société de bien plus petite taille, peut-être qu'ils revoient la manière dont ils développent leurs produits. À noter que Google a fait une modification similaire il y a quelques années avec Android, les OS Android, où ils n'ont pas fait un énorme... ils ont arrêté de faire une énorme fête marketing à la sortie des différents OS et ils ont fait des sorties qui étaient peut-être un petit peu moins massives à chaque année. Donc c'est aussi peut-être quelque chose qu'ils sentaient de leur côté. Je vais tout de même parler un petit peu de Google également pour mentionner juste en passant le fait qu'il y a un procès, je sais plus comment ça se dit, un procès en groupe, en réunion, une action en réunion contre les Pixel et Pixel XL. Il semblerait que Google ait vendu en connaissance de cause des Pixel et des Pixel XL dont les micros ne fonctionnaient pas. Et ça peut arriver, hein, c'est bien que ça soit traité devant la justice si c'est nécessaire, mais je voulais juste mentionner ça pour donner un exemple que je pense que la plupart d'entre vous n'a pas entendu parler de cette histoire, et je suis convaincu que si Apple avait eu un problème similaire, tout le monde en aurait entendu parler. Ça serait devenu le microphone gate. Apple a essayé d'arnaquer ses clients encore une fois, etc., etc. Bon, c'est juste pour, même si les problèmes sont parfois, on en parle de manière justifiée dans le cas d'Apple, il faut être conscient aussi qu'il y a généralement un emballement médiatique autour de ces sociétés qui trouble les eaux quand on essaye de comprendre exactement la nature des problèmes. Je pense que sur la question du ralentissement des téléphones, ça a été le cas. Et là, le fait qu'on n'entende pas autant parler de ces questions de Pixel et Pixel XL, c'est un exemple de la différence de poids, c'est normal, mais de traitement que peuvent recevoir différents constructeurs. Quoi d'autre Amazon, tiens, puisqu'on parle des grands de ce monde, qui d'ailleurs, Amazon aussi, on commence à entendre, ça fait un moment, ça fait quelques mois que je parle de ce sujet, on commence à entendre de plus en plus de voix s'élever
aux États-Unis, en Europe bien sûr, mais aux États-Unis aussi, pour se poser la question de savoir s'il n'est pas temps de réfléchir à est-ce que les GAFA ont trop de poids, trop de pouvoir, et est-ce qu'il serait pas temps de se demander si il faudrait les séparer pour redonner son dynamisme à cette industrie et à ce marché, faire en sorte que le marché ouvert et libre, le capitalisme dans sa forme la plus positive puisse fonctionner, parce que là on est peut-être dans des situations où les marchés ne sont plus fair, comme on dit en anglais, donc juste et équitable. Mais bon, pour revenir au sujet d'Amazon, ils seraient en train de réfléchir, de designer leur propre puce d'intelligence artificielle pour leurs produits Echo et Alexa. Ils avaient acheté une société qui s'appelait Annapurna Labs, qui faisait de la conception de puces. On se souvient qu'Apple avait fait la même chose avec, je crois que c'était TSMC, une société de conception de puces. Il y a plusieurs années, ils ont commencé à développer leurs propres puces. Maintenant, elles sont très communes dans leurs produits. Amazon serait en train de s'engouffrer dans cette brèche-là. Donc, Amazon, encore une fois, étend ses tentacules partout. Et un autre domaine dans lequel ils sont en train d'étendre leurs tentacules, c'est le transport. Ils seraient en train de préparer un service qui s'appelle Shipping with Amazon, qui commencerait à Los Angeles, où il serait simplement un système une société ou un service de livraison pour leurs clients, donc pour les professionnels, c'est-à-dire que ils proposeraient à un fournisseur Amazon, si on achète quelque chose chez Amazon, eh bien on peut se faire livrer. Alors c'est pas nous qui avons le choix, mais le vendeur peut choisir UPS, DHL, colis privé, ou alors Amazon Shipping with Amazon. C'est pour le moment uniquement à Los Angeles. Ils sont en train visiblement d'acheter des avions, de créer des hubs énormes pour les États-Unis, mais on sait que ce qui est notable, c'est qu'ils ont commencé dans ce type de business, enfin plutôt ils ont commencé de cette manière dans plein de types de business différents. Le plus notable d'entre eux est bien sûr Amazon Web Services, où ils avaient des serveurs qu'ils utilisaient pour leur propre utilisation, pour leur site tout simplement. Et puis ils avaient tellement de besoins informatiques, de serveurs, qu'ils ont commencé à avoir des énormes capacités qui du coup n'étaient plus utilisées à fond pendant les moments où les sites n'étaient pas autant utilisés. Donc il y avait des heures de pointe et des heures où il y avait moins de visiteurs sur les sites. Et donc ils ont commencé à vendre la puissance des serveurs pendant ces heures creuses, et c'est de là qu'est parti Amazon Web Services. Et on pourrait donner des exemples sur plein de domaines différents. Là, on peut se dire, peut-être qu'Amazon est en train d'établir les fondations de ce service pour eux, pour leur propre utilisation. Et peut-être qu'à terme, ça deviendra un service qu'ils vendent pour d'autres utilisations aussi. C'est pas du tout impossible. Peut-être qu'Amazon est en train de devenir transporteur. On en avait évoqué les prémices il y a plusieurs mois déjà, avec des demandes de licence, et ils utilisent ça pour eux spécifiquement déjà aujourd'hui, des licences de transport, de routage, de fret maritime, etc. Là, il semblerait qu'ils soient en train d'étendre ça un petit peu plus loin, et pourquoi pas demain un service aux particuliers vraiment. Là on est vraiment on commence à entrer dans ce domaine, quoi. YouTube a désactivé, c'est juste une petite update par rapport à l'histoire de Logan Paul. YouTube a désactivé temporairement la monétisation des chaînes de Logan Paul. Ils ont mentionné un comportement à répétition fréquent. Alors bien sûr, le plus problématique était la fameuse vidéo de suicide. Logan Paul reste Logan Paul. Vous savez ce que j'en pense en bien et en mal. On va pas refaire ce débat-là ici, mais ils sont en train de prendre des mesures un petit peu plus drastiques sur cette personnalité spécifiquement, mais surtout
ils sont en train d'annoncer publiquement que ils seront plus stricts avec cette histoire de monétisation dans le cas de vidéos néfastes. Alors ensuite, on peut chacun définir néfaste, mais ils ont annoncé une intention d'être plus stricts dans ces domaines et également donc dans la monétisation et dans la possibilité d'être mis en avant sur la plateforme, ce qui est un outil très important là encore pour la progression de ces chaînes. Et je voudrais dire deux choses là-dessus. D'une part, c'est un changement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un changement d'orientation de la part de YouTube, et on sait qu'ils sont pas les seuls à être un petit peu plus stricts dans le contrôle du contenu qui est disponible sur leur plateforme. On a vu que Twitch a également dit que ils regarderaient, quand on leur signalerait, ils regarderaient l'activité de leurs créateurs de contenu, même en dehors de la plateforme Twitch. Donc si un streamer Twitch va aller tweeter des insanités d'incitation à la haine raciale, par exemple, je prends ça comme exemple, sur Twitter, et ben Twitch va pouvoir aller regarder ça. Ils l'ont mis dans leurs conditions d'utilisation, et ils vont décider de sanctionner le créateur sur la plateforme Twitch. Auparavant, c'était uniquement s'il faisait quelque chose de critiquable sur la plateforme Twitch elle-même. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre vous applaudissent des deux mains, et j'avoue, j'en ai parlé dans l'émission depuis quelque temps. Moi, je suis en train de faire évoluer ma réflexion sur le sujet. J'étais très strictement d'avis que il fallait des jugements légaux, des jugements de justice pour prendre ce type d'action. Jusqu'à maintenant, je voulais pas, parce qu'il y a un effet pervers qui est évidemment que ces grandes sociétés deviennent juges de moralité. Et donc c'est ce que je craignais. J'ai fait évoluer ma réflexion et je me suis dit que peut-être qu'il y avait quand même désormais une telle c'était tellement la porte ouverte à toutes les fenêtres que il fallait peut-être qu'ils prennent effectivement, comme le disaient certains, une responsabilité dans le contenu qui est disponible sur leur plateforme, et qu'ils soient plus sévères avec les utilisateurs de leur plateforme. Mais de l'autre côté, alors c'est exactement ce que je disais il y a un instant, de l'autre côté, ça veut dire, et là je m'adresse aux gens qui applaudissent et qui disent oui, enfin, il faut absolument que YouTube décide de supprimer le contenu de tel truc ou de punir tel truc, et que Twitch aussi et que Facebook aussi. Eh ben, le revers de la médaille, c'est que ils deviennent de fait juges de moralité. YouTube devient le juge et bourreau sur ce qui est acceptable ou pas sur leur plateforme. Alors légalement, ils ont le droit, bien sûr. Ils sont une société privée qui peut dire on veut bien qu'il y ait ça ou pas ça sur notre plateforme. Le fait qu'ils prennent la responsabilité veut dire qu'ils vont de fait en être responsables, mais aussi que ils vont se planter parfois, surtout avec la quantité de contenu. Et il faudra pas oublier que c'est la pression publique qui les a forcés à prendre ces décisions, qu'à l'origine eux ils voulaient pas. Et donc quand ils vont se planter, je pense qu'il faudra pas non plus immédiatement leur jeter la pierre et là encore, prendre le temps de prendre un petit peu de recul et de dire ok, ils sont plantés, on va leur signaler, on va voir ce qu'ils font, et pas immédiatement se lancer dans une campagne de boycott sur Twitter comme on le voit souvent, ou sur Facebook ou sur Instagram, puisque c'est là que vont les jeunes aujourd'hui. Et garder ça à l'esprit vraiment, cette dualité, cette problématique qu'on crée quand on pousse ces sociétés à prendre ce type de décision. Et c'est vraiment nous qui les avons poussés, la pression publique, qui je crois, aujourd'hui je pense est justifiée, mais il n'empêche. C'est une chose à garder à l'esprit. Bon, un petit peu plus léger maintenant. Les robots de Boston Dynamics, vous vous en souvenez, ces sortes de chiens à forme bizarre robotique qui couraient partout dans la forêt, qui sont chaque mois, semble-t-il, de plus en plus développés. Et ben aujourd'hui, ils réussissent à ouvrir les portes. On a vu une énième vidéo de Boston Dynamics avec toujours ces sortes de robots à quatre pattes, ces sortes de chiens ou de vaches.
de plus en plus fin et de plus en plus mobile. C'est hyper impressionnant de voir à quel point la forme de ces robots a évolué. On est vraiment, on a l'impression d'être passé d'une je sais pas moi, d'une voiture du début du siècle dernier à une Tesla aujourd'hui en 3 ans. Et bien là, ils ont collé un bras articulé là où devrait être la tête, et ce bras articulé réussit à trouver les portes, tourner la poignée, tenir la porte pour son pote qui n'a pas lui de bras articulé, donc un autre robot qui passe donc la porte, et lui ensuite il tient, il se déplace et il passe la porte aussi, et la porte se referme derrière. Donc si vous pensiez qu'une porte pouvait arrêter ces robots, manque de peau, ils pourront venir vous chercher, pire que les vélociraptors dans dans Jurassic Park. Vous ne pourrez pas vous échapper, c'est vraiment, on se dirige vers Terminator. Autre sujet, c'est Onavo Protect, le VPN de Facebook. On en a un petit peu entendu parler. Sur ce sujet, je suis un petit peu d'avis partagé, parce que c'est un VPN. Alors vous le savez, un VPN c'est un outil qui va encapsuler votre trafic internet, et qui va faire que votre FAI ne va pas savoir ce qu'il y a dans votre trafic. Et donc vous allez pouvoir accéder à des sites de manière sécurisée. C'est très pratique. Bien sûr, c'est pratique. C'est une question d'hygiène informatique, on va dire, pour certains, mais c'est encore plus pratique quand on est sur un réseau ouvert dans un aéroport, dans un hôtel, etc. Ça nous permet de s'assurer que personne sur ce réseau ne va pouvoir vous espionner et peut-être vous hacker éventuellement. Alors, Facebook avait acheté Onavo, qui est un VPN, et propose désormais le service Onavo Protect dans Facebook. Je crois que c'est pas encore disponible chez tout le monde, mais c'est disponible chez certains dans l'app Facebook. Vous propose ce service VPN pour votre sécurité. Le truc qu'ont pointé du doigt de nombreuses personnes, et qui est vrai, c'est que Facebook le dit très clairement d'ailleurs, ils peuvent utiliser les informations qu'ils vont collecter de votre navigation pour leur service, donc pour améliorer Facebook entre guillemets, pour la pub, etc. Donc certains ont dit surtout n'utilisez pas ce VPN, c'est donner toutes vos données à Facebook, etc. C'est bien sûr pas faux. Je pense que si on a le choix, il vaut mieux utiliser un VPN qui est un VPN tiers que vous payez, donc vous savez et en lequel vous avez confiance. Vous savez qu'ils vont pas utiliser vos données. Et plutôt qu'un VPN comme ça, ni un VPN gratuit, ni un VPN de Facebook. Mais d'un autre côté, c'est tellement pratique si on n'a pas d'autre solution. Je pense que ça peut être assez utile si on est justement dans un hôtel ou dans un aéroport ou dans un café où le réseau est ouvert. Moi, je dirais, c'est mieux que rien d'utiliser ce truc Facebook. Oui, Facebook va avoir encore plus de données sur vous. Si vous utilisez Facebook de toute façon énormément, bon, un mal pour un bien, je sais pas. Bon, ce qui est important en tout cas, c'est si vous choisissez de l'utiliser, c'est de le faire en connaissance de cause. Donc, sachez que si vous utilisez Onavo Protect, Facebook ne va plus simplement avoir accès à vos données de Facebook, mais va du coup avoir accès à toutes vos données de navigation, puisque toute votre navigation passera par leur serveur, par les serveurs de leur VPN. Ils vont passer par cette encapsulation, par ce tunnel, et puis ressortir ailleurs sur Internet pour accéder au site auquel vous voulez accéder. Donc ça passe par eux. C'est évidemment important à savoir. Google a détaillé la manière dont fonctionne leur option de blocage de pub dans Chrome. Alors, important à savoir, ça va arriver là incessamment sous peu, mais ça va pas bloquer toutes les pubs. Sachons bien que ce sont les pubs qui sont considérées comme ne suivant pas les bonnes pratiques des associations de publicitaires. Donc, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est clairement une réaction à un mouvement hyper important d'utilisateurs qui ne voulaient pas que Facebook, on y revient toujours, qui ne voulait pas avoir toutes ces pubs qui utilisaient tellement leurs données et qui venaient ralentir leur ordinateur, donc ça a nettoyé un petit peu la chose. Ça ne va pas répondre aux demandes des gens qui veulent juste pas de pub du tout et qui utilisent des adblockers non pas juste pour bloquer les pubs qui abusent, mais pour bloquer les pubs tout court.
Moi, je pense que pour une certaine catégorie d'utilisateurs dont je fais partie, je crois, le fait de bloquer les pubs qui, entre guillemets, abusent selon les guidelines, les directives de cette industrie qui essaye de réagir à la pression des bloqueurs de pubs, je crois que c'est déjà pas mal parce que, encore une fois, pour autant que je soutienne le business model sain qui me fait vivre, qui est celui d'utilisateurs qui payent pour le contenu qu'ils apprécient, et je pense qu'il est important qu'il existe, je crois que ça ne peut pas soutenir tous les types de contenus et que la pub doit exister également. C'est bien si on a un mélange des deux, donc qui est disponible pour les acteurs du web. Donc, moi, je pense que cette solution qu'a implémentée Google avec Chrome est plutôt positive. D'ailleurs, la plupart des sites, des plus gros sites, ont déjà implémenté les directives de ce type-là. Donc, en fait, pour les utilisateurs de Chrome, ça changera pas grand-chose. C'est juste Google qui pousse encore une fois l'industrie et l'industrie du web dans une direction. Et oui, ça peut faire peur, mais je crois que c'est quand même la bonne direction dans ce cas-là, comme souvent, dans ce cas précis de ce que fait Google avec le web et l'influence qu'ils ont sur le web. Je crois que c'est dans l'ensemble plutôt pour le mieux. Quand on parle de la manière dont ils ont influencé, hein, ils font que les pages se loadent rapidement dans l'infrastructure du web elle-même, hein, sur Google, qui fait pour le mieux. On aurait beaucoup d'autres choses à dire. Et enfin, encore une fois, un objet de réflexion sur peut-être des avis qui sont très arrêtés chez certains. Dans ce cas, je vais vous parler de Uber, qui a implémenté un système pour limiter l'utilisation que les chauffeurs ont de leur application. Parce qu'on avait un problème, ils avaient un problème aux États-Unis, qui était que certains chauffeurs utilisaient le service pendant des durées trop longues. On peut dire par exemple 20-24 heures de suite à utiliser le service Uber et donc à conduire. Évidemment, ça devient dangereux. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que personne ne devrait conduire 20 heures ou 24 heures d'affilée. Ça, tout le monde sera d'accord sur ce point. Donc, logiquement, Uber implémente un système qui fait que un chauffeur ne peut pas utiliser le service plus de 12 heures d'affilée. Une fois qu'il arrive à 12 heures, il doit, je crois, interrompre son utilisation, ou il n'a plus la possibilité d'utiliser le service pendant, je crois, 6 heures, et puis il peut ensuite réutiliser le service au bout de 6 heures. Donc, repos forcé, entre guillemets, de 6 heures. Je suis pas 100% certain sur les durées, mais vous comprenez le principe. Là où ça devient vraiment intéressant, bien sûr, la question, ce sujet spécifiquement est intéressant, mais là où ça devient vraiment intéressant pour moi, c'est la conséquence que ça amène sur l'utilisation du service et la structure de la société Uber. Parce que là encore, mon opinion sur le sujet a évolué, je crois, au fil des dernières années. J'étais assez ferme sur l'idée que Uber était un fournisseur de services, d'infrastructures, et pas un employeur pour ses chauffeurs. Je pensais vraiment que les chauffeurs étaient des indépendants qui choisissaient d'utiliser Uber et qui pouvaient choisir de ne pas l'utiliser ou d'utiliser d'autres choses. Et du coup, les obligations d'Uber en tant qu'employeur ou non-employeur changeaient. Évidemment, un employeur qui est un employeur et pas juste un service qui va faire passer la demande à un indépendant a des obligations différentes. Si c'est un employeur, il y a des questions de charges sociales, des obligations d'un employeur, quoi. Charges sociales, différentes taxes, congés payés, etc., etc. Donc, au départ, je me disais, ils sont quand même un intermédiaire. Au fur et à mesure des années, je crois que je me suis rendu à l'évidence que soit par importance de leur présence sur le marché, soit par réalité du contexte, eh ben j'ai été obligé de réexaminer ma vision de la chose et je suis arrivé à une conclusion qui était de fait, si on regarde la réalité de la situation, et c'est quelque chose qui est toujours important quand on a des visions et des opinions sur des situations théoriques,
bah là, dans la pratique, peu importe la théorie, les chauffeurs Uber étaient quand même essentiellement employés chez Uber. Enfin, ils n'utilisaient qu'Uber. De fait, dans la pratique, Uber était un peu leur employeur. Et ben là, donc ce que je voulais dire, c'est que je suis plutôt, et c'est toujours le cas, du côté de, je crois qu'Uber, il faudrait peut-être trouver soit un statut employeur, soit un statut intermédiaire, quelque chose qui ferait qui serait en accordance avec la réalité de leur situation. Et bien là, avec cette imposition des 12 heures de limite, bon, bien sûr, d'une part, un chauffeur pourrait créer plusieurs comptes, ou encore que c'est compliqué parce qu'il faut mettre son numéro de sécurité sociale ou de permis de conduire, etc. Donc, peut-être pas forcément chez Uber, mais il pourrait tout à fait, du coup, faire 12 heures chez Uber et aller chez Lyft, ou aller chez, je sais plus comment ils s'appellent les autres, Blablacar, enfin, il y en a plusieurs. Donc, là, on est dans un exemple rare, mais réel, de situation où on a un chauffeur qui n'est pas un employé de Uber, qui est très clairement dans les faits un indépendant qui peut choisir d'aller travailler chez qui il veut, au moment où il le veut. Et parce que s'il était effectivement un employé d'une société comme Uber, et ben là, il n'y a pas à tortiller. C'est 12 heures, enfin il a un shift de 12 heures et après Uber lui dit bah tu peux plus travailler et ils ont une exclusivité et ils travaillent plus. Et on peut de cette manière faire respecter les consignes de sécurité, etc. Là, rien n'empêche un chauffeur de faire 8 heures chez Uber, 8 heures chez Lyft, 8 heures chez Uber, 8 heures chez Lyft, etc. Donc, c'est anecdotique. Pour moi, à ce niveau, ça ne remet pas en question ma préoccupation par rapport au statut d'Uber et de ses chauffeurs. Mais il n'empêche, c'est quand même une petite considération qu'il est intéressante de prendre en compte, toujours pour avoir, je pense, c'est visiblement un thème de cette émission, toujours pour avoir ce petit moment de recul, de pause, pour se dire ok, j'ai un avis qui est hyper arrêté sur un truc ou une réaction qui est hyper sanguine sur un truc. Peut-être qu'il faut justement à ce moment que je me dise ouf, ok, est-ce que j'ai considéré tous les aspects, est-ce que j'ai bien regardé à tous les côtés de ce sujet, est-ce que j'ai bien vérifié que cette information était juste ou pas. Donc voilà, c'est l'éternel. Là, c'est même plus une question d'avocat du diable comme on le dit souvent, et je fais souvent l'avocat du diable, mais là, c'est vraiment l'éternel. Je sais pas, mesure dans les jugements que j'essaye de défendre. Et sur ce sujet, je crois qu'on va arriver à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, ce petit épisode solo. Comme je le disais en début d'épisode, c'est pas du tout le cas. Généralement, on a des épisodes à plusieurs et donc de nature un petit peu différente. Il n'empêche toujours plaisir de prendre de temps en temps le temps de vous faire un petit épisode juste entre vous et moi, dans l'intimité comme ça, moi dans vos oreilles. Et on sera de retour bien sûr dans 2 semaines avec le prochain épisode. Et entre-temps, comme je le disais tout à l'heure, une annonce quand même un petit peu importante pour l'émission qui va arriver. Les patriotes se doutent, je pense, de ce dont il s'agit. On en avait discuté un petit peu en fin d'année dernière, donc je crois qu'ils voient la chose venir, mais vous en saurez plus très très bientôt. Et justement, puisqu'on parle de patriotes, j'en profite pour vous rappeler une dernière fois que l'émission est soutenue par les auditeurs, par les patriotes qui peuvent venir sur patreon.com/rdvtech et décider de soutenir à hauteur de $1, $2 par épisode. Vous pouvez choisir le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois et je vous encourage à le faire. Si vous voulez soutenir que 2 ou 3 épisodes par exemple par mois, vous pouvez choisir de limiter ça comme ça. Vous pouvez vous désabonner à n'importe quand vous voulez. Vous pouvez changer le montant si vous vous dites ouais, je voudrais donner $2 par épisode et finalement vous voulez donner plus qu'un seul $, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire aussi. Donc une immense liberté, un modèle d'affaires comme je le disais hyper sain. Donc je pense qu'on est vraiment dans la formule gagnante du business sur internet. Donc si vous voulez soutenir le business gagnant, c'est patreon.com/rdvtech. Si vous voulez me suivre
suivre, moi, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Je suis disponible sur les deux plateformes. Vous pouvez aussi trouver cette émission sur frenchspin.fr. Et comme je le disais là encore, vous pouvez venir sur le blog pour commenter cet épisode. Si j'ai dit des choses qui vous paraissent un petit peu bêtes, si vous avez d'autres avis sur les sujets que j'ai évoqués, eh ben les commentaires de l'émission, les commentaires de cet épisode, c'est sur frenchspin.fr et on a toujours des discussions constructives avec les auditeurs et l'audience de cette émission ce qui est une valeur ajoutée très certainement hyper précieuse pour moi, puisque ça me permet de faire toujours évoluer les avis que j'ai sur le monde merveilleux de la tech. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines. D'ici là, je retourne au bonheur des couches. Ciao à tous!